Fréquence protestante, l'instantané politique, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices de Fréquence protestante, bonjour. Heureux de vous retrouver sur nos antennes en compagnie de Thomas Pérou. Bonjour Thomas. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, ancien président du Conseil constitutionnel et aujourd'hui écrivain. Bonjour Monsieur Badinter. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlons de l'actualité internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, comme le président Macron le dit, est-ce qu'il faut continuer de garder le canal de discussion avec Vladimir Poutine pour espérer arriver à la désescalade? Écoutez, il y a une leçon de l'histoire qui est douloureuse, notamment dans l'histoire du XXe siècle, c'est que aucun dictateur, aucun, ne peut s'avouer vaincu. Ce sont par définition des hommes. Il n'y avait pas de femmes dans cet emploi, mais cela peut arriver demain. Et c'est la fonction qui structure la personnalité à ce moment-là. Eh bien, aucun de ceux qui sont les chefs, quelle que soit la traduction du terme, ne peut jamais accepter que l'histoire le démente. Par définition, il est le chef, il voit plus clair que les autres, il ouvre la voie, et s'il le faut, il engloutira son peuple dans cette voie. Les exemples abondent au XXe siècle, je n'insisterai pas. Donc dans le cas de M. Poutine, je ne peux pas ne pas me dire que il a déclenché lui-même, sous un prétexte plus que futile, pas cette invention qu'on génociderait des Russes dans l'Ukraine, c'est absurde. Et d'ailleurs, jamais aucune preuve n'a été donnée de ce soi-disant génocide. Mais le prétexte complètement fallacieux était là. Et c'est en réalité une guerre conduite par Poutine avec quel assentiment du peuple russe, nous l'ignorons complètement, puisque un parlement indépendant, ça n'existe pas dans les dictatures. Donc je le dis encore une fois, si l'histoire, la réalité montre que le dictateur s'est trompé, alors il cesse d'être un omniscient et il cesse d'être un omnipuissant. Voilà. Donc je suis très inquiet sur la suite des événements. Vous êtes inquiet pourquoi? Je suis très inquiet parce que les Ukrainiens ont fait face à cette agression parfaitement injuste et inhumaine dans son réalisation. Et Poutine n'a pas tenu vis-à-vis du peuple russe l'engagement qui était le sien, c'est-à-dire à la fois protéger ceux qui jadis appartenaient à l'Empire soviétique, parce que tout simplement il a menti à cet égard, ni reconquis des frontières parfaitement arbitraires qu'il a lui-même définies. Bref, là où il pensait une promenade militaire, ce que l'on constate, c'est une guerre difficile, très difficile pour les Russes, dans laquelle leur soi-disant puissante armée s'est heurtée, disons-le, pas à la première puissance militaire ni d'Europe ni du monde. La puissance russe a échoué, on ne peut que s'en féliciter, encore faut-il arrêter ces hostilités à la fois sanglantes, de ce fait criminelles, et donc une menace constante pour la paix du monde.
Très bien. Très ferme là-dessus. Pensez-vous comme les États, les anciens États soviétiques, la Pologne et d'autres États baltes, qui considèrent que la France et l'Allemagne ont été naïfs envers Vladimir Poutine? Est-ce qu'il a hésité vraiment ces derniers siècles-là, une certaine naïveté de ces États envers le Kremlin? La France a toujours voulu rapprocher Vladimir Poutine de l'Europe, on l'associait au La France œuvre pour la paix. Partout. Et c'est bien ainsi. Elle a connu, comme l'Europe, une difficile, tragique, sanglante histoire. La France n'a aucune raison d'être une puissance belliqueuse. Donc elle essaye, ce qui est normal, le président Macron s'y efforce, et à cet égard, on doit saluer son action constante. D'abord, que les armes se taisent. Enfin, je ne sais pas, pour les femmes et les hommes de votre génération, ce que ça signifie le mot guerre en Europe. Mais moi, j'ai connu adolescent la guerre et l'occupation nazie. Et jeune juif, dans la France occupée, je sais tous les malheurs de la guerre et toutes les souffrances que ça cause. Alors, l'idée que une puissance en agresse un pays en pensant qu'il ne résistera pas à sa force militaire est une idée que je croyais révolue en Europe. La grande conquête de l'Europe après la guerre, c'est sur elle-même. C'est l'entente franco-allemande succédant à des décennies d'affrontements. C'est fini. Pour la France, comme pour l'Allemagne, comme tous les États européens, la guerre n'est pas une voie. Ça n'a aucun sens, sauf le malheur des peuples. Le malheur. Et à quoi assistons-nous aujourd'hui? À des souffrances inutiles, causées par une ambition personnelle démesurée. C'est le retour à la barbarie. Comment la France ne s'y oppose-t-elle pas? Robert Badinter, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces déclarations qui font de Vladimir Poutine un criminel. Est-ce qu'on peut espérer un jour un procès du Kremlin, de son chef? Écoutez, j'ai beaucoup œuvré dans le domaine de la création de juridiction pénale internationale. Beaucoup. Jusqu'au traité de Rome et la création de la CPI. Je n'ai pas besoin de rappeler à cet instant que quand il y a eu la guerre dans l'ex-Yougoslavie, je suis à l'origine du comité d'arbitrage pour la paix réunissant l'ensemble des présidents des cours suprêmes et constitutionnelles européennes. Donc je connais cette question. Il y a une loi. Il faut avoir l'instrument. Mais on ne juge que les vaincus. Staline, personnage diabolique, sanguinaire, mais grand politique, disait « L'histoire ne juge que les vaincus ». Le propos est historiquement vrai. Avant de parler de jugement, il faut que ce soit les vainqueurs qui établissent une juridiction pénale. Ici, nous l'avons. Mais quant à penser que Poutine sera déféré demain, certainement pas, alors que le conflit existe et que Poutine est au pouvoir. Ça, c'est une vue théorique très intéressante pour les juristes, on parle en connaissance de cause. Je pourrais vous énoncer les chefs d'accusation. Mais Nuremberg a lieu alors que l'Allemagne nazie n'existe plus.
Les pays africains se sont prononcés pour un non-alignement pour ce conflit russo-ukrainien. Pensez-vous que ce choix est justifié? Le choix de quoi? Des pays africains de ne pas se positionner dans cette crise? Écoutez, chaque puissance est libre de se positionner comme elle l'entend. Mais je vous répondrai aisément que l'histoire jugera ce qui est fermeté, maintien des principes et amour de la paix, et ceux qui préfèrent la compromission, l'accord. L'histoire est un juge impitoyable. On parlera de votre ouvrage désormais, Les Briques Rouges de Varsovie, avec Thomas. Vous le savez, les Briques Rouges de Varsovie seront republiées chez le Livre Poche à la fin du mois de novembre. Et à cette occasion, j'aimerais revenir avec vous, Robert Badinter, sur son écriture. Vous nous présentiez derrière vous ces briques rouges que vous avez ramassées à Varsovie. Et, en 1956. Il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Ouais. Est-ce qu'elles continuent à vous hanter, ces briques rouges, et l'histoire du ghetto? Ou est-ce que l'écriture de cette pièce de théâtre a réussi à vous libérer de ces fantômes? Non. La tragédie humaine que représente le ghetto de Varsovie, il est, je dirais presque naturel dans mon cas, que elle ne soit pas oubliée. Et je considère que ce qui s'est passé là est une tragédie européenne que jamais dans l'histoire européenne on a prémédité un génocide et la destruction d'une communauté de cette importance, je veux dire la communauté juive polonaise, des millions d'êtres humains qui certainement ne demandaient qu'à vivre pacifiquement, démocratiquement, respectueuse des lois et se consacrant beaucoup, je le rappelle, à la recherche et à l'art, notamment musical. Les nazis, par une aberration folle de leur fureur, de la haine inouïe que, pour des raisons qui sont demeurées mystérieuses, Hitler n'a jamais cessé de porter aux Juifs à l'enseigne que le testament politique dicté dans le bunker par Hitler porte encore la marque d'une espèce de haine inouïe à l'égard des Juifs dont nul ne connaît la cause. Vraiment, dans le cas d'Hitler, aucune. Eh bien, je dis que ça a engendré et la guerre et la destruction de la communauté juive de Pologne, et notamment du ghetto de Varsovie, qui est un concentré de la souffrance, de la misère, et pour finir, de génocide des Juifs polonais. Et c'est pour ça que ça me fascine. J'ajoute que, humainement, comment ne pas s'interroger sur la condition de femmes et d'hommes qui ne pouvaient pas quitter le ghetto, sauf pour le travail forcé. Ils travaillaient sur place. Ils vivaient, pour la plupart, dans la plus extrême misère. Et le système nazi, ne pas prélever de troupes pour administrer directement le ghetto, mais utiliser certains hommes aveuglés, non simplement par l'idée que le génocide était impossible, d'utiliser ces hommes-là, hommes généralement cultivés, pour administrer le ghetto pour le compte de nazis qui s'apprêtaient à le détruire et à tuer tous ceux qui s'y trouvaient,
Ça, c'est une idée qui était impossible à concevoir. Simplement impossible. Dans l'Europe du première moitié, Europe cultivée du XXe siècle, comment l'idée pouvait-elle venir que l'on allait tuer au sens premier du terme, le plus brutal qui soit, hommes, femmes, enfants, par millions et par centaines de milliers en ce qui concerne spécifiquement le ghetto de Varsovie. Alors, on sait la tragédie que ça a été, et c'est le soulèvement ultime, mais héroïque, de juifs du ghetto avec des armes venues en petit nombre, passées par la résistance polonaise, mais très insuffisante, et leur courage, que ces femmes, car il y avait un certain nombre de femmes aussi, et ces hommes, jeunes pour la plupart, ont fait face autant qu'Allemands pendant des semaines. C'est un moment à la fois tragique et héroïque de l'histoire sanglante du peuple juif en Pologne. Un de vos personnages a une formule. À quoi bon interpeller le vide? Et ce qu'il reste de Varsovie ou de son ghetto, c'est une cité engloutie, c'est une formule que vous reprenez souvent dans l'introduction. Est-ce qu'en écrivant cette pièce de théâtre, c'est une manière d'interpeller le vide et de faire mémoire, de faire un écho de ce passé disparu et de témoigner de ce qu'a été la réalité? Quand vous écrivez, et ici c'est une période d'écriture difficile, vous ne plongez pas, vous ne vous immergez pas dans le ghetto de Varsovie sans douleur. Et je le dis, les journaux, au sens écriture quotidienne de ce qui était devenu à chacun, rassemblés par une poignée d'historiens, sont des témoignages si forts, si prégnants, que la femme Elisabeth me disait « Mais tu es prisonnier de cette histoire ?» Et je disais « Oui, c'est vrai, je suis obsédé par l'idée de ces hommes qui vont mourir et qui vont, avant de mourir, essayer de se battre en hommes, même avec des armes ridiculement limitées, et de porter face aux canons et aux chars de la Wehrmacht si limitée. Je suis en effet possédé par cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit cette pièce. Voilà. Cette pièce, elle est traversée par un phénomène, c'est cette espèce de révélation. On découvre qu'un des 4 personnages de la pièce a fait partie des polices juives qui surveillaient les autres juifs du quartier. Et la découverte de cette identité noue le drame de la pièce. Est-ce que c'était ça l'enjeu de cette écriture, de montrer que la barbarie pouvait aussi contaminer le peuple juif, qui pourtant était l'objet même de cette barbarie? La collaboration des juifs face à la résistance des juifs, qui fait, en fait, c'est presque un drame familial. Vous savez, les nazis et la Gestapo avaient réfléchi à cette question. Et l'utilisation des victimes, et je pense notamment aux camps de déportation, pour encadrer d'autres victimes, à la condition que les premières survivent temporairement, est, je dirais, une approche maléfique de l'être humain. Parce que vous dites,
Si vous surveillez, que vous contrôlez et que vous nous livrez vos frères, votre famille et vous seront épargnés. Et que chacun y réfléchisse. Entre sauver ses enfants et livrer les autres, où serait le bon choix? Vous ne voulez pas collaborer? Alors vos enfants seront déportés et iront mourir dans la chambre à gaz à Treblinka. Vous acceptez de collaborer et de livrer vos frères de misère, alors vos enfants seront sauvés. Qui, face à un tel choix, ne saurait mesurer ce qu'implique la décision? Et c'est là où vous trouvez le génie du mal. C'est le célèbre choix de Sophie. Un de vos deux enfants, vous désignez le survivant à la mer, sur le quai qui mène à la chambre à gaz. Un, pas deux. Qui peut se dire « je refuse et je prends par les mains ». Il s'agit des deux enfants. Vous en sauvez peut-être un. Que chacun s'interroge. Respectons le choix de Sophie. Et disons-le, des sociétés qui produisent des hommes qui conduisent des actions d'une telle barbarie, ces sociétés-là, il faut les combattre dès le départ, dès la naissance. Ah, vous savez, le diable, j'y crois. Ma génération l'a vu. Et ceux qui ont vécu dans les camps d'extermination l'ont fréquenté. Merci Robert Badinter, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre Les Briques Rouges de Varsovie sera réédité le 23 novembre prochain aux éditions Les Livres de Poche. Merci à vous. Merci Thomas Peyroux. Merci Robert Badinter. Merci à vous auditeurs, auditrices. Portez-vous bien et à très bientôt.